Dans l'Antiquité, la mer Rouge était considérée non navigable en raison de ses nombreux récifs coralliens associés aux vents violents pouvant soulever la mer en tempête. Sa dangerosité reste la même aujourd'hui, comme en témoigne le nombre impressionnant d'épaves qui la parsèment. C'est à la découverte de quelques-unes d'entre elles qu'un groupe du Barracuda a pris la mer à Hurghada. Notre première épave du séjour sera celle du Carnatic. Le Carnatic est un navire marchand de 90 mètres sur 11 pour une jauge de 1775 tonneaux, assurant le transport de marchandises et de passagers. Construit en fer, il est à propulsion mixte avec 2 mâts métalliques supportant des voiles carrées et 2 machines travaillant en tandem alimentées par une chaudière tubulaire entraînant une hélice tripale. Lancé le 8 décembre 1862 à Cubic-Town, près de Londres, il est utilisé sur la route des Indes pour le service postal et le transport de passagers et de marchandises. En septembre 1869, à destination de Bombay, il charge à Suez des sacs postaux, des lingots de cuivre, 40 000 livres sterling, ainsi que 230 passagers et membres d'équipage. Nous sommes le 13 septembre. Il est 1h du matin. Le capitaine Jones est réveillé en sursaut. Le bateau se dirige droit sur un récif. La barre à droite, toute! Trop tard. Le navire heurte violemment la formation corallienne et se retrouve émergé des 2 tiers environ. En dépit d'un allègement de l'avant, les tentatives de dégagement échouent. Les passagers et l'équipage restent à bord toute la journée dans l'attente du Sumatra, appartenant à la même compagnie, qui doit passer bientôt pour rallier Suez. La nuit suivante, le vent de nord forcit, l'eau monte et noie la chaudière. Le capitaine Jones ordonne alors l'évacuation. Mais soudain, le navire, alourdi par l'arrière, se casse en 2 et la poupe glisse, engloutissant 27 passagers et membres d'équipage. Les survivants, accrochés à la proue, réussissent à gagner l'île voisine avec les 3 chaloupes restantes. Ils seront secourus par le Sumatra et ramenés à Suez. L'épave est couchée par 27 mètres sur bâbord, à plus de 45 degrés. Les 2 mâts sont couchés perpendiculairement sur le fond. Le bois des ponts a disparu depuis longtemps et seuls subsistent les barreaux de fer. En s'y glissant, on apprécie les vastes espaces de l'entrepôt à décale. Les effets de lumière y sont de toute beauté. Le tableau arrière, de forme aplatie, est surprenant car d'un autre âge, ainsi que l'hélice tripale et le grand gouvernail. La coque est recouverte de concrétions coralliennes qui abritent une multitude d'espèces. On remarque les sabords carrés qui ouvraient sur les salons. L'avant, également sur bâbord, présente le même aspect que l'arrière. L'alignement des barreaux conduit à la proue avec l'emplacement du bas de Beaupré qui surmonte une belle étrave effilée. Inutile de chercher le trésor du Carnatic. La Lloyds a rapidement organisé une opération de récupération permettant de remonter 32 000 livres, des sacs postaux et 700 lingots de cuivre. Le reste sera remonté par des plongeurs locaux jusqu'en 1870
où une tempête précipite la proue vers le fond. Cette première visite alimente les conversations du petit déjeuner. Cela nous donne surtout envie de visiter l'épave voisine qui est le Janice Day. Le Janice Day est un cargo qui jauge 2900 tonneaux. Il mesure une centaine de mètres de longueur et possède 2 propulseurs reliés à 2 hélices. Aucune victime n'est à déplorer au cours du naufrage, car le navire reste à flot pendant au moins 6 semaines avant d'être cassé en 2 par la force de la mer, la poupe allant se poser sur le fond. La proue reste longtemps visible, indiquant la position du navire jusqu'à ce qu'elle disparaisse à son tour pour reposer au pied du récif, couché sur le côté gauche. Il faut descendre dès le début vers la poupe, qui gît à 25 mètres, pour remonter progressivement vers la partie centrale du bateau et la proue. À l'avant du château, trône la cheminée au pied de laquelle s'ouvrent les portes d'accès de la salle des machines, où nous accueillent des poissons hachette scintillant sous la lumière des phares. Le spectacle des groupes moteurs est impressionnant, avec les rangées de pistons et de ressorts encore peu concrétionnés. Les cales sont vides et facilement accessibles, car la partie centrale du navire est véritablement en ruine. Tôles arrachées et tordues, flancs effondrés. Restée intacte, la proue, couchée sur le côté gauche à environ 18 mètres de profondeur, présente un certain intérêt avec les treuils des chaînes d'ancre et un grand mât encore en place. Le Yolanda est un cargo chypriote de 72 mètres. Son dernier voyage le conduit du Pirée vers Aqaba avec un chargement de toilettes, baignoires, panneaux d'aluminium et de plastique et divers containers de nourriture. Le 1er avril 1981, au cours d'une terrible tempête, il s'échoue sur un récif au sud du Ras Mohammed. Au bout de 4 jours, il roule sur le côté bâbord et coule, son arrière suspendu sur l'abîme, toujours maintenu par ses ancres. L'épave reste dans cette position pendant plusieurs années, se renversant lentement jusqu'à ce qu'elle soit totalement à l'envers. C'est ainsi que son chargement se déverse progressivement sur le fond. Puis un jour de 1985, ses amarres cèdent, laissant glisser l'épave par 200 mètres de fond,
ne laissant que sa cargaison comme souvenir du naufrage. Le site est un repère de poissons-pierres et de poissons-crocodiles. Génial. Non, c'est bon, ouais. Ah, bien. Il y a raison de faire les carnivores. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde était dans les Si on pouvait avoir des épaves comme ça par chez nous. Le Sisselgorn est lancé le 9 avril 1940, alors que la Deuxième Guerre mondiale est déjà une réalité. Il est armé d'un canon de 120 mm, d'une mitrailleuse anti-aérienne sur tourelle et d'une autre mitrailleuse lourde mobile. Des dalles de béton sont installées autour du pont, des superstructures, pour les protéger contre les tirs de mitrailleuses et les éclats de bombes. Son dernier voyage sera seulement son 4e. La guerre ne va pas fort pour les Anglais fin 41. Avec la perte de la Crète, l'accès à l'Est méditerranéen est coupé de l'Ouest et tout le ravitaillement pour la marine et les forces armées stationnées en Égypte doit passer par le canal de Bonne-Espérance, remonter l'océan Indien et enfin arriver en mer Rouge pour traverser le canal de Suez. Les Britanniques tentent de renforcer leur approvisionnement et forces armées en Égypte afin de contrer Rommel dans l'opération Crusader. Le Sisselgorn est l'un des nombreux navires à porter cette aide d'urgence en Égypte. Il est chargé à Glasgow en juillet 1941 avec du matériel de guerre destiné à la 8e armée de la marine royale basée à Alexandrie. Il participe à l'opération Crusader au sein d'un convoi de 16 navires. Il transporte un assortiment d'armement. Des fusils Enfield aux chenillettes blindées, en passant par des camions Bedford, des motos BSA, des munitions de tout calibre, des pièces de rechange, dont des moteurs d'avion, du matériel ferroviaire, composé de 2 locomotives et de 4 wagons. Mais la traversée du canal de Suez est soumise à plusieurs conditions. Cela dépend des attaques aériennes ennemies, de l'ordre de priorité qui est accordé au chargement des navires,
de la longueur de la file d'attente des bateaux déjà en place. Malheureusement, à cette période, 2 navires sont entrés en collision dans le canal de Suez et bloquent presque complètement la circulation à l'entrée du canal. Cela explique que le Sisselgorn et sa précieuse cargaison restent pendant environ 2 semaines dans un mouillage sûr. Ces points d'ancrage sont dits sûrs car aucun avion ni bateau ennemi ne s'aventure aussi loin du canal de Suez. Mais les services secrets allemands apprennent qu'un transporteur de troupes doit transiter par le canal et ce bateau convoie 1200 hommes pour renforcer les positions alliées en Afrique du Nord. Le 26e escadron du Kampfgeschwader basé en Crète est donc alerté de la présence de ce grand navire. Les avions Henkel 111 ont la délicate mission de chercher et de détruire ce bâtiment. Le 5 octobre 1941, au cours de la nuit, les avions Henkel traversent l'Égypte du Nord puis se dirigent vers le sud-est du pays. Ils trouvent et coulent le Sisselgorn à 1h30 du matin. Les munitions, transportées par le navire, explosent, éclairant tout le paysage, permettant ainsi aux pilotes des avions de découvrir bon nombre de navires au mouillage. Depuis cette date, le Sisselgorn gît par 30 mètres sur un fond de sable. Il faut au moins 2 plongées pour visiter cette épave. La première, pour l'extérieur, le pont et les superstructures, et la seconde, pour les soutes. Celle-ci renferme le matériel militaire qui, bien que concrétionné, est parfaitement reconnaissable. Les camions Bedford avec leur chargement de bottes et de motos BSA parfaitement alignés rendent cette épave vivante, bien qu'elle soit un tombeau.
Ah ben il est dit. Ah ben, le cannibale. Ça sent bon en plus, merci. On va voir le résultat. Ouais, ouais. Comment ça s'appelle ça? Ah, c'était drôle. Avec l'œuvre des Kéliades, il est voir. Cargo en fer à propulsion mixte, le Kingston est lancé le 16 février 1871. Avec ses deux mâts métalliques, il est gréé en briques avec une longue cheminée entre les deux. La plongée débute par la poupe. Pratiquement toute la partie arrière est intacte. Elle repose droite sur sa quille, sur un fond de coraux par 19 mètres maximum. Le pont en bois a disparu depuis longtemps et laisse apparaître les barreaux de fer, l'entrepont et les cales. Le 20 janvier 1881, le Kingston, sous les ordres du capitaine Cousins, quitte Cardiff à destination d'Aden avec un chargement de charbon. Il passe le détroit de Gibraltar, traverse la Méditerranée à la voile car les conditions météorologiques sont favorables et atteint sans encombre Suez qu'il quitte le fin février pour entamer la descente du canal. Le capitaine supervise tous les aspects de la navigation car le secteur est difficile. Les heures passent et à aucun moment le capitaine Cousins ne demande à ses officiers de faire le point pour déterminer leur position. Pas une fois il ne contrôle sa route par rapport à un phare ou une balise. Par conséquent, le bateau se retrouve beaucoup plus à l'est que ne le pense son commandement. Pensant être arrivé en mer Rouge et hors de la zone récifale dangereuse qui caractérise la sortie du détroit de Suez, le capitaine quitte la passerelle pour aller prendre un peu de repos dans sa cabine. Le voyage continue sous les ordres du second. Le Kingston dépasse le dangereux récif de Chabali et aux premières heures du 22 février 1881, il heurte le petit récif de Shag Rock et s'échoue. Un navire de passage promet d'envoyer de l'aide de Suez, mais le temps passant, il devient évident que le bateau s'enfonce par la poupe. Durant 2 jours, l'équipage réussit à le maintenir à flot, mais les pompes ne font plus face et finalement, les chaloupes sont mises à l'eau. Avec son étrave fermement coincée sur le récif peu profond, l'arrière du Kingston s'est enfoncé progressivement et finit par faire glisser le bateau du récif jusqu'à ce qu'il s'engloutisse. Les canots de sauvetage s'amarrent aux mâts qui émergent encore et 2 heures plus tard, le capitaine et l'équipage sont secourus.
L'arrivée en fin d'après-midi aux abords de l'île de Small Gubal nous promet une plongée nocturne. Pas la durée de la plongée pour qu'on fasse la nuit sur place. Ici encore, il y a une épave. Mais ce n'est qu'une petite barge sans intérêt, si ce n'est qu'elle abrite de nombreux occupants, dont de très belles murènes. Cette plongée de nuit sera également l'occasion de revoir des poissons scorpions et des murènes tatouées. Mais surtout les noctambules de la mer Rouge, comme l'étoile, l'oursin cuir, la sèche timide ou la grande crevette nettoyeuse. Mais surtout, la mythique danseuse espagnole. Ce cargo britannique de 108 mètres par 15 pour 3900 tonnes est lancé en Écosse en 1910 sous le nom de Francis. En 1931, il est vendu à la compagnie Moller et rebaptisé Rosalie Moller. Après avoir assuré des liaisons maritimes en Extrême-Orient, il rejoint au début de la Seconde Guerre mondiale l'Europe. Il y effectue, sous le commandement du capitaine Byrne, des transports de charbon du pays de Galles vers diverses destinations. Pour sa dernière mission, il doit rallier Alexandrie via le cap de Bonne-Espérance, la Méditerranée étant trop dangereuse. Arrivé au nord de la mer Rouge, il rejoint un mouillage sûr afin d'attendre son tour pour rentrer dans le canal de Suez. Mais le 5 octobre 1941, l'explosion du Sisselgorn a révélé la position de nombreux navires au mouillage.
2 nuits plus tard, le 7 octobre, un nouveau raid de bombardiers Heinkel va mettre fin à la carrière du Rosalie Moller. Une des bombes endommage le bateau sur le flanc tribord et cause sa perte. 2 marins seront portés disparus. Le Rosalie Moller est une épave assez profonde. Elle repose sur un fond de sable à 50 mètres. Le pont, quant à lui, est proche de la zone des 35 mètres. L'état général est superbe. La partie avant est intéressante avec les 3 superstructures précédant le treuil d'ancre. La proue est imposante et l'ancre tribord est descendue et repose plus loin. Les structures sont en bon état et seule la cheminée s'est affaissée sur le bâbord. Les cales contiennent évidemment du charbon, mais la profondeur de l'épave réduit notre autonomie et nous ne pouvons nous permettre de les visiter. Moi c'est cool, la tenue sur le branche. Mais la nuit branche. C'est un truc qui se tire en plus. Ouais. Ils peuvent le remplacer. Qu'est-ce que tu penses de la plongée en croisière? Elle est merveilleuse avec les copains. Super, c'est le grand luxe, on nous aide à mettre nos palmes, on mange tout le temps, on dort, on fait des belles plongées, bonne température, bonne visite, nickel. Bah, c'est pas mal, hein. On plonge, on bouffe, on dort, ça c'est le bonheur. Super, c'est un mélange d'épave et de tombant, donc impressionnant. Très beau séjour, beaucoup de couleurs, donc c'est vraiment super. Oh, super. Super. Un peu courte à mon goût, mais je serais bien encore resté. Sympa, mais je n'ai pas vu le requin. Alors, la prochaine fois peut-être. Alors cette croisière est très agréable, il fait très beau, on profite bien des plongées, merveilleux temps, belle plongée, belle épave, beaucoup de poissons, beaucoup de coraux. Voilà, faut venir quoi, pour voir. Ah ben, je suis très séduite, hein, je trouve ça fantastique. Et voilà, donc j'aimerais bien, ça donne envie de recommencer en fait, hein, c'est vraiment superbe. Et alors, et après tout ça, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine?